Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous êtes avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va, tranquille. Même Fallon a dit que ça c'est quel bonjour que Jean-Paul nous donne là. Oh, Le week-end a été lourd. Ouais, quand même. Bon, beaucoup de cérémonies familiales, essentiellement. Ouais. Alors, on est l'actualité internationale nous emmène où ce matin? L'actualité internationale est vraiment chargée. Hein. J'ai c'est chargé. J'ai eu du mal à choisir un sujet parce que tout ce qui se passe dans le monde là est interconnecté, quoi. Ouais. Vraiment, il y a un lien entre le fait que Donald Trump va être reçu à Washington aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, déjà, c'est le 24 février. Nous sommes le 24 février Vladimir 2025. Poutine. Non, il va être reçu par Donald Trump. Oui, c'est ça que j'ai dit. Tu as dit Donald Trump va être reçu à Washington. Ah d'accord, non. Emmanuel Macron va être reçu à Washington par son homologue américain Donald Trump. Et puis aujourd'hui, c'est le 24 février. En réalité, c'est les 3 ans de la guerre que se livrent Russes et Ukrainiens. Alors, la situation a connu un véritable retournement de situation sur le plan diplomatique depuis la prise de fonction de Donald Trump le 20 janvier dernier, puisque les États-Unis se sont désolidarisés de l'Europe dans cette guerre contre l'Ukraine. Il faut savoir que l'Ukraine bénéficie encore de l'appui de l'OTAN, mais l'OTAN a 80% des moyens, ce sont les États-Unis. Les États-Unis sont à proportion en termes de moyens le pays qui a jusqu'à présent fourni le plus d'aide à l'Ukraine. Maintenant, les montants sont assez compliqués. Donald Trump parle de 350 milliards de dollars, chose que les Européens refusent. On parle entre 120 et 165 milliards de dollars du côté des Européens. Et donc, bref, ce qui est clair, c'est que beaucoup d'argent a été dépensé depuis 3 ans pour aider l'Ukraine non seulement à résister d'abord, mais en plus, il ne faut pas oublier, ça a changé un peu, le narratif a changé au début. Après la contre-offensive de 2022, c'était repousser les Russes hors de la totalité du Donbass, y compris même au-delà de l'Ukraine. Donc reconquérir les territoires, tous les territoires ukrainiens, y compris ceux qui avaient été annexés depuis 2014 par la Russie, donc en l'occurrence la Crimée. Or, 3 ans plus tard, on voit bien que c'est maintenant la Russie qui est à l'offensive, même si elle n'a pas encore atteint tous ses buts de guerre, c'est-à-dire la conquête de la totalité du Donbass. Il y a encore, sur les 5 outblasts, il y en a En fait, la Russie n'a pas l'intention d'envahir l'Ukraine, juste récupérer quelques territoires. Non, elle n'en a jamais eu véritablement l'intention, et Vladimir Poutine n'a de cesse de le dire. Elle ne veut pas conquérir, mais elle veut un certain nombre de garanties concernant le fait que, l'Ukraine ne soit pas militarisée, parce que l'Ukraine, pour elle, c'est un peu le maillon faible de sa défense. Et donc, par conséquent, il faut éviter que l'Ukraine entre dans l'OTAN, il faut éviter que des bases de l'OTAN soient installées en Ukraine. Et donc, pour eux, c'est ça. Ils avaient pensé que, en s'assurant que le président qui soit à la tête du pays soit un président pro-russe, cela pourrait leur garantir le fait que l'Ukraine ne puisse jamais rentrer dans l'OTAN et encore moins dans l'Union européenne. Malheureusement, avec les événements qui sont passés en 2014, il ne faut pas l'oublier, il y a eu un coup d'État en Ukraine, c'est-à-dire qu'un président démocratiquement élu a été renversé par des lobbies politiques qui étaient soutenus principalement par les États-Unis. Il ne faut pas l'oublier que celle qui était secrétaire d'État adjoint dans la dernière administration Biden, qui s'appelle Victoria Nuland, elle était à Kiev lors des événements de Maïdan. Donc c'est elle qui a poussé les Ukrainiens à renverser le gouvernement de Viktor Yanukovych, à mettre en place un gouvernement pro-américain, pro-occidental. Et ce n'est qu'à l'issue de ce renversement-là que Vladimir Poutine, pour des raisons évidente de sécurité, a décidé de prendre la Crimée. Parce qu'il faut savoir que en Crimée se trouve la plus importante base de sous-marins nucléaires russes. Et puis la Crimée était le dernier point d'accès à ce qu'on appelle des mers chaudes. Parce qu'il faut savoir qu'avec la chute
du mur de Berlin et le démantèlement de l'Empire soviétique, l'Union soviétique, qui avait de nombreux accès dans des mers chaudes, les a quasiment toutes perdues. Donc il ne lui reste plus que 2 endroits. Bon, on a d'abord en Crimée et puis aussi au niveau de l'enclave de Kaliningrad. Mais là-bas, ce n'est pas vraiment une mer chaude. C'est une mer qui va un peu. La plupart des autres ports, dont des autres moyens d'accès maritimes russes, sont des ports qui sont situés dans des zones froides, donc vers le pôle Nord, donc dans la zone de l'Arctique là-bas. Donc tout ça fait que, pour des raisons évidentes de sécurité, il ne fallait pas que la Russie perde la Crimée parce qu'il y avait son seul accès, le dernier accès à des mers chaudes qui lui restait, parce qu'à partir de là, il peut arriver c'est dans la mer Noire. La mer Noire, on peut arriver à la mer d'Azov. La mer d'Azov, on peut accéder à la Méditerranée. Et puis la Méditerranée, on peut prendre l'Atlantique. Et donc, à partir de là, on peut se déployer un peu partout dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment vital pour la Russie. C'est la raison aussi pour laquelle, par exemple, la Russie est en train de négocier avec les nouvelles autorités syriennes le fait de maintenir sa base navale là aussi en Syrie, parce que ça lui permettait, depuis la Méditerranée directement, de pouvoir se déployer, notamment sur le continent africain, avec les supplétifs Wagner qui sont en opération, les soldats russes qui sont en opération sur le continent africain ou bien ailleurs. Donc, c'est ça, en fait, qu'il ne faut pas oublier. Et donc, depuis 3 années, la Russie, qui dans un premier temps, en fait, avait voulu obtenir une capitulation de l'Ukraine, et elle a obtenu les 3 premiers jours. Les gens ont tendance à oublier les 3 premiers jours. Après le déclenchement, l'Ukraine était totalement défaite. Et donc, la Russie a appelé l'Ukraine à aller à la table de négociation, ce qu'elle avait accepté. Elle est partie. Ils étaient partis en Turquie et c'est durant 2 mois qu'ils vont tenter de négocier la paix. Mais en réalité, derrière, il y a un homme qui s'appelle Boris Johnson, qui était à l'époque Premier ministre britannique, qui va venir voir Volodymyr Zelensky pour dire: vous arrêtez les négociations, nous on va vous donner les armes et puis vous allez repousser les Russes. Et donc, c'est ce qui explique la victoire. Je comprends pourquoi elle a été valsée de son poste. Donc ensuite, quand il va y avoir la contre-offensive ukrainienne de juin 2022, ça va se traduire par un succès véritable, puisqu'on va voir, grâce aux armes occidentales qui vont arriver massivement, les Ukrainiens vont reprendre l'initiative sur le terrain. Ils vont parvenir à repousser les Russes de l'autre côté du Dniepr. Donc ils vont reconquérir une grande partie des territoires qui étaient à l'ouest et ils vont les repousser au-delà du Dniepr. Et c'est ce qui avait expliqué que les Russes, dans un premier temps, vont se rendre compte qu'ils n'étaient pas en capacité militaire de résister. Et ils vont faire quelque chose que l'on voit rarement dans les armées aujourd'hui. Ils vont être capables, en 2 jours, de déplacer 30 000 hommes et de les mettre de l'autre côté du Dniepr, dans des zones où, justement, ils étaient protégés par leur artillerie. Et donc ça va permettre de sauver énormément de vies. Et puis, en 2023, les Occidentaux font de cette première victoire militaire de la part des Ukrainiens. Les Ukrainiens, aussi galvanisés par cette victoire, vont dire: on ne veut plus négocier avec les Russes. Nous, ce qu'on veut désormais, c'est de les chasser au-delà, déjà reconquérir tous les territoires qu'ils occupent depuis leur offensive, et y compris même aller récupérer la Crimée que la Russie a annexée en 2014. Et donc, depuis là, malheureusement, en 2023, l'offensive que l'on attendait, la grande contre-offensive, va s'avérer être un échec total, puisqu'ils vont énormément perdre le matériel d'hommes et d'argent. Et donc, ça va faire que, en réalité, cette contre-offensive-là, qui était connue du monde entier, puisque Volodymyr Zelensky en parlait tout le temps sur les médias, les généraux ukrainiens en parlaient tout le temps sur les médias, les hommes politiques européens en parlaient tout le temps sur les médias, que ça a laissé le temps, en fait, aux Russes de se préparer et de se mettre sur la défensive. Et c'est ce qui explique que et puis déjà, à partir de 2023, la Russie va passer en économie de guerre à cause des sanctions d'une part et du fait qu'ils étaient conscients que l'Ukraine bénéficiait de l'appui de l'OTAN. Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'ils n'ont pas négligé du tout. Et donc très vite, ils se sont mis en économie de guerre. Et en économie de guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on augmente considérablement les dépenses liées à la défense. Donc, on met en place des usines qui vont produire des obus de manière industrielle. Et puis, ils vont intelligemment parvenir à se rapprocher de la Chine qui va leur permettre de survivre d'un point de vue économique, parce qu'il ne faut pas oublier que Xi Jinping, en se rapprochant de Vladimir Poutine, va, dès
la mise en œuvre des sanctions en juin 2024, eh ben, la Chine va donner 25 milliards de dollars à la Russie pour justement faire face au fait qu'on avait saisi ses avoirs, qu'elle n'avait plus accès au système d'interconnexion bancaire, elle n'avait plus l'autorisation d'utiliser des devises comme le dollar ou l'euro. Et et le fait qu'aussi que les Européens avaient décidé de ne plus acheter du gaz et du pétrole russe, la Chine va dire qu'elle va acheter maintenant ce pétrole et ce gaz-là, et quelques mois plus tard, elle va, au-dessus des 25 milliards de dollars, ajouter encore 100 milliards de dollars au-dessus, ce qui va permettre à la Russie, en quelque sorte, d'avoir cette espèce de matelas financier qui va lui permettre d'amortir le choc lié aux sanctions occidentales. Même si aujourd'hui, la Russie gagne moins d'argent en vendant son pétrole aux Chinois plutôt qu'aux Européens, mais néanmoins, elle a pu trouver un débouché vital pour ces hydrocarbures qui constituent quand même la principale source d'importation de devises. Il y a une enquête qui est sortie là où on montre qui montre qu'il y a certains pays européens qui achetaient encore le gaz russe. Mais même jusqu'à présent, ils continuent à acheter du gaz russe. On l'achète via deux pays. Vous avez l'Arabie Saoudite qui achète aussi massivement du pétrole russe pour le revendre aux Européens. Et on a l'Inde qui est le plus gros importateur, après la Chine, du pétrole russe. Mais on sait très bien que ce pétrole-là, une fois qu'il arrive en Inde, il est raffiné, il est revendu aux Européens 2 fois le prix auquel il est vendu sur le marché. Il faut savoir que les Européens aussi, en décidant de se couper du gaz russe, ont décidé de se tourner massivement vers le gaz de schiste américain qui est vendu 4 fois plus cher aux Européens qu'aux Américains. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation en Europe, les Européens sont dans une situation terrible, notamment un pays comme l'Allemagne. L'Allemagne qui, en 2011, avec la catastrophe de Fukushima au Japon, avait décidé de démanteler tout son réseau de centrales nucléaires et pour se tourner essentiellement vers le gaz russe pour faire tourner son industrie. Le gaz russe avait l'avantage d'être un gaz qui est produit à proximité et qui était vendu très moins cher. Et donc, comme l'économie allemande, c'est une économie essentiellement d'exportation, ils exportent beaucoup de véhicules et ce qu'on appelle les machines-outils. Et donc ça, et puis le troisième élément qu'ils exportent beaucoup, c'est la chimie aussi. Et donc, ce modèle économique basé sur l'exportation s'appuyait sur le fait qu'ils avaient un accès à une énergie très très moins chère, ce qui leur permettait de se passer non seulement du nucléaire, mais de continuer également de maintenir un haut niveau de productivité et de compétitivité pour leurs produits. Or aujourd'hui, avec l'augmentation du prix de l'énergie, deuxièmement, avec le fait qu'on a mis en place l'IRA, donc l'Inflation Reduction Act, qui incitait en fait les entreprises à aller s'installer aux États-Unis et en échange, ils allaient bénéficier non seulement de l'énergie très peu chère, mais également de beaucoup d'exonérations d'impôts, a fait qu'une grande partie de l'industrie allemande a commencé à véritablement se délocaliser vers les États-Unis et la situation a encore empiré aujourd'hui avec Donald Trump qui menace d'augmenter les frais de douane de 25%, ce qui pourrait une fois de plus encore mettre à mal l'économie allemande. Il faut savoir que rien que pour l'année 2024, il y a eu 44 000 entreprises allemandes qui ont fait faillite. Pour 2023, c'était à peu près 30 ou 35 000 entreprises allemandes qui ont fait faillite. Et donc, si rien ne change d'un point de vue, s'il ne change pas le modèle économique, c'est-à-dire trouver une source d'énergie qui soit moins chère, donc ils ont plusieurs options. Est-ce qu'il faut retourner vers le nucléaire et abandonner le charbon et le gaz de schiste? C'est possible, mais ça va demander encore énormément de moyens et ça va prendre énormément de temps. Parce que remettre en service une centrale nucléaire, ce n'est pas quelque chose de particulièrement évident. C'est un processus qui est long et qui coûte beaucoup d'argent. Et donc là, si tu veux, l'Allemagne est dans un dilemme et c'est ce qui explique en grande partie l'échec du SPU de Olaf Scholz, qui a eu à peu près 16% des suffrages. C'est le plus bas score de ce parti politique-là depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, Olaf Scholz a clairement reconnu sa défaite. Et d'un autre côté, on a le CDU de Friedrich Merz qui arrive en tête, qui sera probablement... Olaf Scholz, il est viré, là. Oui, qui sera certainement le prochain chancelier. Alors, ce dernier a dit qu'il voulait mettre en place un gouvernement rapidement, donc en moins d'un mois. Il faut voir parce ça va être compliqué.
Il a refusé de s'allier à l'AFD, donc la force politique qui est venue en deuxième position avec plus de 20% des suffrages. Et puis, il faut savoir que le CDU a gagné, mais n'est pas véritablement en position de force parce qu'ils n'ont eu que 29% des suffrages exprimés. Ils auraient plus de 30%. Ils seraient en position de force pour pouvoir imposer même leur ligne politique aux autres partis potentiellement qui pourraient faire alliance avec eux dans le cadre d'une coalition gouvernementale. Il faut savoir que Friedrich Merz a déjà fait savoir qu'il ne va pas travailler avec l'AFD, donc le parti qu'il qualifie de parti d'extrême droite. Or, se passer de l'AFD, ça veut donc dire qu'il faut travailler avec les sociodémocrates, avec les Verts. Les libéraux, malheureusement, ils ont fait moins de 5% des suffrages et donc ne peuvent pas entrer dans le gouvernement. C'est la constitution allemande qui le prévoit. Et donc, discuter avec les Verts et avec le centre-gauche, ça va être compliqué. Tant sur le plan idéologique, ces deux partis-là, même s'ils ont des points communs, notamment en matière de diplomatie, les points communs en diplomatie, c'est ils sont d'accord pour un renforcement de l'Europe de la défense, ils sont d'accord pour maintenir un soutien à l'Ukraine, pour que, de leur point de vue, l'Ukraine remporte cette guerre. Ils sont d'accord pour ne pas couper les relations avec les États-Unis, c'est-à-dire qu'il faut toujours maintenir ce partenariat de défense-là très fort, même si c'est un peu en contradiction avec le fait de vouloir créer une Europe de la défense. Mais bref, sur les volets diplomatiques, ils sont quand même assez d'accord. Mais là où ça va être particulièrement compliqué, c'est sur le plan économique. Tant les Verts et les sociodémocrates sont en fait ceux qui ont dicté la politique économique allemande au cours de la dernière décennie. Et cette mauvaise politique allemande-là, qui fait qu'aujourd'hui, ils en payent le prix fort. Et donc, comment est-ce qu'ils seront capables de concilier leur point de vue sur le plan économique, sur le choix à adopter, sur comment est-ce qu'il faut sortir l'Allemagne de la récession? Il faut savoir que ce sera la deuxième année de suite que l'Allemagne sera en récession. C'est la première fois depuis que la fin de la Seconde Guerre mondiale que l'Allemagne est dans une telle situation. Et donc, on voit bien que dans tout ça, les choses, on va être particulièrement très, très regardant sur la composition de cette coalition gouvernementale. Et puis je vais achever avec le fait qu'un certain nombre de rencontres diplomatiques pas dans le cadre à l'issue de ces 3 ans de guerre se mettent en place. Kiev accueille ses alliés européens, ou du moins ceux qui restent encore alliés de l'Europe. Donc la présidente Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, le président du Conseil européen, Antonio Costa, sont arrivés à Kiev hier. Je crois qu'il y aura une dizaine de présidents, certainement les présidents des pays baltes, la Pologne, l'Italie, l'Espagne. La France ne sera pas représentée là, à cette réunion, puisque Emmanuel Macron doit être reçu par Donald Trump ce matin. Jeudi prochain, il y aura une réunion entre Keir Starmer et Donald Trump qui le recevra à son tour. Dans la même foulée, il faut savoir que le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, se trouve à Ankara où il discute justement avec son homologue turc. Ils vont parler non seulement de la guerre en Ukraine, mais également d'un certain nombre d'autres questions d'intérêt commun. Ils vont parler de la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que la Turquie, bien que faisant partie de l'OTAN, n'applique pas les sanctions de l'OTAN. Elle a apporté une aide militaire à l'Ukraine en fournissant des drones, mais elle n'a jamais appliqué les sanctions économiques, à l'encontre des ressortissants ou des entreprises russes. Et puis, la Turquie veut reprendre ce rôle de médiateur qu'elle avait en 2022, mais ça risque d'être compliqué tant l'Arabie Saoudite a déjà pris véritablement les devants sur cette question-là. Il ne faut pas oublier que c'est à Riyad que, pour la première fois, des émissaires américains et russes se sont rencontrés pour mettre en place, si tu veux, l'architecture qui pourrait servir de base à les futures négociations de paix concernant la guerre en Ukraine. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uder Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.